Bonsoir, je ne vous réveille pas, désolé. Merci. Non, merci vraiment d'être là. Si vous avez des amis, de la famille, n'hésitez pas à les appeler, à envoyer des petits SMS sur WhatsApp, tout ça. Faites venir du monde, ça va être vraiment intéressant, mais on sera bien entre nous aussi. Et si à l'extérieur on m'entend, n'hésitez pas à vous approcher ici de l'espace charolais pour cette conférence qui ouvre donc Ground Africa, qui se tiendra tout le week-end. Et puis l'Afrique sera à l'honneur ici à Ground Control jusqu'en octobre avec tous ces stands à l'extérieur sur la terrasse notamment. Bonsoir mesdames et messieurs, madames et messieurs, pardon. Donc comme vous pouvez le voir derrière nous, on va parler de soft power, de gastronomie, d'Afrique, des Afriques. Voilà. Je voulais juste faire une petite introduction sur ce que c'est le soft power, peut-être c'est pas hyper familier pour tout le monde. Donc j'ai pris des notes pour pas dire trop de bêtises. Et donc ça nous vient et je parle sous le contrôle de Pierre qui connaît tout ça par cœur. Donc ça nous vient d'un géopoliticien américain qui s'appelle Joseph Nye, qui a imaginé ce soft power versus le hard power. Donc le hard power, c'est la guerre, hein, ou en tout cas même la guerre économique, les sanctions économiques, c'est d'essayer d'imposer son modèle par la force. Et le soft power, comme son nom l'indique, c'est d'infuser son modèle par des méthodes beaucoup plus douces. Donc c'est généralement la propagande culturelle qui vise à ce que des habitudes se créent dans d'autres pays que les siens et de montrer qu'on est un chouette pays avec des belles valeurs, une belle culture, et donc d'autres pays peuvent les adopter l'air de rien, parfois sans se rendre compte, et se retrouver colonisés d'une certaine façon par ce soft power. Donc le constat à partir de cette table ronde, c'était de se dire il y a une diaspora importante africaine, de toute l'Afrique ici en France et à Paris en particulier. Alors, il n'y a pas de statistiques ethniques, hein, c'est interdit en France, et heureusement. Mais le président Macron, en pleine pandémie, nous a dit qu'il y avait 10 millions de Français qui avaient de la famille au-delà de la Méditerranée. Donc voilà, je ne sais pas d'où vient ce chiffre, mais en tout cas, ça fait du monde. Mais en face de ça, l'offre gastronomique, notamment en restauration, il y en a évidemment. Hein, il y a des restaurants sénégalais, camerounais, ivoiriens principalement, mais assez peu finalement par rapport notamment à toute l'offre de la cuisine asiatique qui est extrêmement présente. J'avais lu aussi par le fondateur de MBK là, qui nous disait qu'il y avait 1% de restaurants africains à Paris et beaucoup moins en France. Dans l'hôtellerie-restauration, j'ai lu aussi que pour le coup, il y avait à peu près 10% de restaurants asiatiques en France. Donc on voit la différence. Donc c'était ça la question, pourquoi? On va essayer de réfléchir ensemble et d'expliquer pourquoi c'est ainsi. Et évidemment, pour un soft power, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que la gastronomie ou les gastronomies africaines soient mieux connues, mieux perçues, plus répandues et que les Français, les métropolitains puissent la découvrir. Alors pour ça, on a donc 3 invités prestigieux, éminents, très experts dans leur domaine. Clarence Kopogo, donc qui est cuisinière, née en Centrafrique et qui notamment développe un projet qui s'appelle The Quest by Clarence, dont elle nous parlera peut-être un peu. Kevin Ngano, donc qui est entrepreneur et consultant dans l'alimentaire. Il fait aussi de la cuisine un peu, il fait un peu tout. Il est couteau camerounais ou couteau suisse, je ne sais pas comment on dit. Donc on peut le voir sur Afro Jojo, c'est ça, dehors. Merci Kevin. Et puis Pierre Affar, qui est docteur en géographie et qui a étudié à la fois la Turquie et l'Afrique, sous l'angle de l'alimentation notamment. Voilà. Et on va d'ailleurs commencer peut-être par Pierre, on en a parlé, évidemment on a un peu préparé. Qu'est-ce qui fait, ce qu'on disait, pourquoi les restaurants africains sont si peu nombreux ou si peu connus, peut-être réservés à la communauté? Qu'est-ce qui fait? Il y a des raisons, je sais, sociologiques, historiques, économiques. Qu'est-ce qu'on peut dire sur cet état des lieux aujourd'hui? Merci. Oui, c'est bon. Merci Stéphane. Alors en fait, tu as déjà commencé à donner un élément de réponse quand tu dis est-ce que c'est réservé à la communauté? Je pense que historiquement, oui, les restaurants africains hors d'Afrique sont réservés à la communauté.
Mais il ne faut pas oublier non plus qu'en Afrique, le modèle du restaurant, comme on le connaît en Europe et en France notamment, finalement, est une sorte de non-sens. Certes, il y a des maquis, il y a des établis, il y a des gens, il y a des, comment dire, des stands d'alimentation de rue, des vendeurs de rue, etc. Mais le restaurant, comme on le connaît aujourd'hui, donc c'est-à-dire un lieu où, certes, on sert de la cuisine, mais aussi où se construit une grammaire culinaire et gastronomique nationale ou régionale, ça n'existe pas en Afrique. Et ça, je parle sous le contrôle de Kevin et Clarence. On va au restaurant pour fêter quelque chose, on ne va pas au restaurant, on invite les gens chez soi, c'est ça? Oui, c'est ça. Et puis comment dire, et puis c'est pas l'endroit où se syncrétise et se synthétise une cuisine nationale, je pense. La deuxième chose, à mon avis, c'est aussi avoir c'est en fait de changer l'angle d'analyse et de voir que l'Afrique, qu'on le veuille ou non, c'est pas un continent touristique. C'est-à-dire que les flux touristiques vers l'Afrique, ils existent, il y en a, mais par rapport aux flux touristiques, par exemple, bon, tu parlais de la Turquie, mais par exemple, par rapport au monde méditerranéen, c'est vraiment peanuts. Et pourquoi je parle du tourisme? Parce que finalement, l'acceptation d'une altérité et d'un exotisme culinaire, il passe aussi par les expériences qu'on a fait sur place. Quand un Français, un Allemand ou un Danois va en Grèce ou en Turquie, il est très content de découvrir la cuisine grecque ou la cuisine turque, et donc comment dire, quand il revient, le terrain est déjà prêt pour une découverte sur place. Donc le tourisme, je pense aussi qu'il y a une chose qui est très très importante, c'est qu'il n'y a pas d'entreprise agroalimentaire africaine qui s'est projetée hors des frontières du continent africain. Quand on parle des plus grosses entreprises agroalimentaires africaines, si on s'amuse à regarder, dans le top 10, il doit y avoir 5 entreprises nigérianes et 5 entreprises égyptiennes, en gros, et c'est surtout des brasseurs. Et donc finalement, c'est, comment dire, que ce soit des entreprises de fast-food, que ce soit des entreprises agroalimentaires, etc., il y en a, comme elles ne sont pas implantées hors des frontières du continent africain, ben finalement, elles ne sont pas acteurs d'une diffusion des cuisines ou des produits africains. Et donc du coup, si on parle des produits, justement, peut-être on va se tourner vers Clarence sur cette idée de produit et sur la cuisine africaine elle-même. Il y a beaucoup de préjugés sur la cuisine, que toi, tu aimes bien battre en brèche. Qu'est-ce que c'est que ces préjugés qu'on a ici en France sur la cuisine africaine, qui serait trop épicée, peut-être trop grasse? Il y a le problème de l'huile de palme, qu'on confond avec l'huile de palme du Nutella, alors que c'est vraiment culturel en Afrique et c'est pas du tout dévastateur pour la biodiversité. Qu'est-ce qu'on peut dire? Quel est ce constat des préjugés sur cette cuisine africaine méconnue? Alors, moi, je dirais qu'effectivement, il y a beaucoup de préjugés sur les cultures culinaires africaines. Je pense que c'est lié tout d'abord à une espèce de méconnaissance et qu'on oublie souvent que pour pouvoir vendre un plat, un produit, il y a l'imaginaire qui va avec. Et c'est vrai qu'on n'a pas su, je pense, en Afrique, développer nos imaginaires. C'est-à-dire que en ne racontant pas l'histoire de ces produits, de ces huiles, de ces plats, de ces sauces, de ces feuilles, ben, du coup, ça reste comme lettre morte pour beaucoup de personnes. Et même nous, moi, en m'intéressant aux cultures culinaires africaines, j'ai découvert plein de choses. Et en fait, si aujourd'hui on vous parle de la tarte tatin en France, on sait d'où ça vient. Mais quand on va vous parler, j'en sais rien, du fumbois, on ne sait pas d'où ça vient. D'accord? Donc c'est vachement lié à l'imaginaire. C'est lié aussi au fait que nous-mêmes, on n'a pas su à un moment donné, valoriser ces produits, comme le disait Pierre, à travers une industrie qui les valorise, à travers ne serait-ce que l'écriture, c'est-à-dire avoir des livres qui recensent certains plats, certains produits. Alors ça se fait depuis quelques années, de plus en plus, justement, beaucoup de chefs qui sont issus de la diaspora le font, et c'est super parce que, justement, on commence à emmagasiner un certain nombre de données, et puis surtout, à travers ces livres-là, les chefs racontent leur histoire, leur rapport, justement, aux cultures culinaires africaines. Donc voilà. Et puis, il y a autre chose aussi, c'est que beaucoup de produits sur le continent en tout cas, répondent aujourd'hui à un certain nombre de problématiques de santé. Je pense notamment au fonio,
Voilà, que le chef Pierre Thiam est un illustre représentant. Je pense à la tchéké, je pense à l'huile de palme, je pense au moringa, je pense au baobab, que ici tout le monde qui commence à être démocratisé. Les gens, on a entendu parler sur le prisme, oui, de super aliments ou de produits sans gluten, mais il faut savoir que ces produits, nous, on les utilise en Afrique, on les utilise dans nos pratiques alimentaires de manière innée, en fait. Et peut-être, est-ce que c'est peut-être parce que nous, on vit avec au quotidien qu'on n'y porte pas d'importance? Je ne sais pas, je me pose la question. Donc ça aussi, le fait de se dire qu'aujourd'hui, on a des produits qui répondent à des enjeux de santé, c'est peut-être un moyen, je pense, aujourd'hui, de se dire qu'on peut essayer de dynamiser nos industries, on peut essayer de créer ces imaginaires-là et à un moment donné, de recenser les produits, de les normer et de faire en sorte qu'on puisse... En fait, moi, je pense qu'on arrivera à un moment donné à populariser nos produits et nos plats si on arrive à l'allier justement avec la santé, la recherche et la gastronomie, en fait. Voilà. Alors, la question aussi, c'est est-ce qu'il y a cette volonté? Je vais laisser donner la parole à Kevin. Est-ce que les États africains, je t'en parle parce que tu reviens de Dubaï où tu as participé à l'exposition universelle avec des pavillons nationaux, et tu as fait un constat qui était un peu navrant. Qu'est-ce que tu as observé sur les pavillons des pays africains là-bas? Effectivement, il y avait une sorte de triste réalité dans le sens où l'expo de Dubaï, c'était la première expo où tous les pays africains étaient représentés. Donc il y avait une forme d'opportunité, en fait, peut-être de marquer le coup et de faire quelque chose qui compte et qu'on remarque. Et effectivement, nous, on a eu l'occasion d'échanger avec plusieurs pavillons africains, que je ne vais pas citer pour ne pas mettre les gens dans l'embarras, mais on a échangé vraiment avec eux, justement en les questionnant sur... en fait, pour raconter un petit peu le projet, moi j'ai participé à un projet de food court qui avait lieu à Dubaï sur l'Expo universelle, où l'idée c'était justement de créer un espace qui soit dédié aux cuisines d'Afrique et donc de mettre en avant différents chefs porteurs de projets, etc., qui justement ont envie de développer des offres autour des cuisines d'Afrique. Donc en fait, partant de ce projet-là, nous on a essayé de collaborer avec certains pavillons pour justement organiser sur certains moments forts, type les journées nationales, créer des synergies en fait, tout simplement. Et effectivement, elles n'ont pas été vraiment réceptives à nos initiatives. Et d'un autre côté, même sur leurs pavillons, sur les pavillons eux-mêmes, il n'y avait pas vraiment de stratégie d'un point de vue culinaire. Alors que si on fait le parallèle justement avec la France, elle avait déployé un gros dispositif où en fait on avait l'excellence française, en fait, la filière latine française qui était là, donc Jessica Préalpato, etc. Et donc c'est assez drôle et un peu navrant de voir le contraste parce qu'on se rend compte qu'en fait là il y a un manque et pour moi c'est un acte manqué en fait. C'était un moment en fait de prouver justement et de montrer, de valoriser un petit peu la culture culinaire. Et pour finir, ce qui est presque paradoxal, c'est qu'on en parlait un petit peu en off. Le stand, par exemple, de la Côte d'Ivoire avait mené toute une campagne autour du cacao ivoirien, parce qu'ils en sont très fiers, mais n'avait pas pensé à aller justement tirer fil jusqu'à proposer en fait une vraie expérience de dégustation avec, pourquoi pas, un des meilleurs, voire le meilleur pâtissier ivoirien au monde, qui est au chocolatier, pour justement aller au bout en fait du processus. Donc je pense qu'on commence à comprendre du moins certaines choses et l'importance de valoriser peut-être certains produits. Mais je pense que la dimension purement, c'est le thème de la conférence, mais soft power par le biais de la cuisine spécifiquement, donc la transformation des produits presque, et donc mettre en avant aussi les acteurs, les chefs comme Clarence derrière, on n'est pas encore arrivé là. On y arrive progressivement, mais on n'y est pas encore, je pense. Alors, un autre nom de soft power gastronomique, ça pourrait être la gastro-diplomatie. Pierre, pourquoi les pays africains n'embrayent pas sur ce concept? Donc là, pour le coup, c'est encore un Américain, Paul Rockower, au début des années 2000, qui a un peu fondé, même si on peut dire que Carême et Talleyrand ont déjà inventé la gastrodiplomatie au XVIIIe siècle, début du XIXe. C'est pas encore aujourd'hui les pays africains, comme l'ont fait le Danemark, le Pérou, l'Espagne, la France évidemment, n'investissent pas sur la gastronomie. Est-ce qu'il y a une explication à ça
Oui. Alors bon, déjà sur la gastrodiplomatie française, on pourrait discuter parce que je suis pas sûr qu'on ait une vraie gastrodiplomatie française. On pense que c'est acquis, qu'on n'a rien à faire. Mais c'est ce sera un autre sujet. On organisera une autre table ronde à grande contrôle. Non, simplement, et je vais te répondre, Stéphane, mais je vais rebondir sur ce que disait Kevin. Tu disais, Kevin, que sur le stand de la Côte d'Ivoire, il n'y avait pas de chocolatier ivoirien, mais parce que la Côte d'Ivoire pour elle, c'est un producteur de cacao, elle l'exporte, et c'est assez fascinant, et là je prends ma casquette de géographe, de voir finalement sur une carte du cacao, en fait, on a au sud la production et au nord la consommation. Ouais. Et les deux ne se mélangent pas, on a vraiment deux planètes vraiment opposées. Donc pour la Côte d'Ivoire, le cacao, c'est une matière première, c'est vraiment une commodité au sens agricole, agronomique, économique, vraiment stricto sensu. Le café, c'est le même problème. C'est la même chose, alors que pour l'Européen, le Nord-Américain ou l'Asiatique, ça va être une denrée alimentaire. Donc il y a ça. Ensuite, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas encore de véritables exemples africains de gastrodiplomatie ? Parce que je pense que pour réfléchir au rôle d'influence et de rayonnement que peut être l'outil alimentaire, il faut déjà avoir trouvé une solution à ce que manger veut dire. Avoir à manger dans son assiette. Avoir à manger et donc finalement avoir déjà une situation de sécurité alimentaire pérenne qui permet de se dire, bon, j'aurai à manger dans l'assiette, j'aurai de quoi me nourrir dans le frigo et dans les placards. Alors, à partir de cette étape-là, je peux penser finalement de manière plus qualitative, entre guillemets. Alors que, historiquement, et même encore dans beaucoup de régions africaines, la question, c'est surtout déjà d'avoir accès à une alimentation certes de qualité, mais surtout en quantité, pour subvenir aux besoins. Donc finalement, cette question de la gastrodiplomatie, du soft power, enfin, appelons ça, on ne va pas rentrer dans les débats un petit peu théoriques, ça n'a aucun intérêt. C'est pas l'objet de la table ronde. Mais je pense que finalement, si tant est qu'elle puisse apparaître, ce sera déjà dans certains pays qui ont déjà franchi le pas de cette sécurité alimentaire. Je pense à des pays comme le Kenya, ça peut être un pays comme l'Afrique du Sud, ça peut être un pays peut-être comme le Sénégal, la Côte d'Ivoire, mais je ne pense pas que des pays comme, alors malheureusement, le Mali, le Burkina Faso, etc., aient à l'heure actuelle les moyens de véritablement mettre en place une stratégie gastrodiplomatique. Alors, si on revient ici en France, peut-être vous pouvez partager votre expérience, Kevin et Clarence. Est-ce qu'il y a une difficulté que vous avez rencontrée, vous, sur le terrain, en tant qu'entrepreneur, en tant qu'activiste, cuisinier ? Est-ce que vous sentez que c'est plus difficile de travailler, d'imposer ses idées, de trouver des financiers, des financeurs, un public ? Quel est votre retour d'expérience sur votre volonté à vous de créer ce soft power ici en France notamment? Effectivement, moi j'ai commencé, je raconte un peu ma vie en même temps, mais moi ça fait une dizaine d'années que je travaille dans la restauration. J'ai commencé j'ai pris le virage, disons, de me concentrer totalement sur les cuisines d'Afrique il y a à peu près 5-6 ans. Et donc, effectivement, je commence à avoir un petit peu de recul sur la situation et donc sur l'évolution. Donc, où on en est là, où on en est aujourd'hui, c'est relativement satisfaisant. Mais en revanche, c'est vrai que sur le parcours, il y a pas mal d'obstacles. Je pense qu'arriver à faire même typiquement ce genre d'événement aujourd'hui, c'est déjà une réussite en soi. Maintenant, pour être très honnête, et c'est mon point de vue, c'est des choses qui en fait auraient dû déjà avoir lieu. C'est quand même la première fois en 2022 qu'on a un événement, on a un gros lieu culturel parisien qui s'intéresse vraiment aux cuisines d'Afrique au point d'en faire une thématique, même si éphémère. Il y a eu Food Temple il y a 2 ans, mais qui était moins long. Du Temple. Mais qui était moins long. Voilà. Mais et puis même, en tout cas, c'est la même période. Et donc, pour répondre à ta question, oui, des barrières, il y en a. Je pense que la première, en tout cas, une des principales pour moi, c'est une forme au-delà de la méconnaissance, c'est de l'incompréhension en fait. Je vais parler vraiment dans mon cas personnel. En fait, moi, quand je présentais des projets, que ce soit des projets d'événementiel, des projets de restauration en dur, etc., il y avait toujours ce petit regard un peu vide qu'on voit dans l'interlocuteur en face, qui comprend pas trop de quoi on parle et qui sait pas trop là où on veut aller. Donc nous, on le sait, nous, on le voit, on voit le potentiel de marché, si je parle purement d'un point de vue business, mais en fait, on est souvent ramené à un référentiel qui n'est pas forcément le nôtre, donc on va nous comparer justement au restaurant africain un peu classique, le maquis, etc. Ou alors, on est juste dans une inconnue où en fait, comme il y a très peu d'historique sur des enseignes de restauration qui ont marché d'un point de vue commercial, j'entends, du coup on est souvent ramené à ça. Et donc on est souvent dans ce truc où face à nous, les gens ne comprennent pas vraiment ce qu'on veut faire, et donc du coup c'est compliqué de les embarquer
dans une histoire. Et c'est pour ça que des événements comme celui-ci sont importants. C'est que c'est l'opportunité, au-delà de la dimension commerciale, de raconter un petit peu, de creuser un petit peu, et donc de raconter les histoires derrière d'hommes, de produits, etc. Et je pense que ça sert justement ce côté vulgarisation un petit peu de tout, quoi. Voilà, je te laisse continuer si tu veux, parce que je pourrais m'étaler, hein, je peux parler des banques, je peux parler de plein de choses, mais c'est important, les banques. Bien sûr. C'est le même sujet pour les femmes qui essayent de créer des restaurants, qu'elles soient africaines ou françaises, enfin pas françaises, blanches en tout cas. Clarence, toi, les difficultés que tu as pu rencontrer et que tu rencontres encore, oui, peut-être oui, comme Kevin, beaucoup d'incompréhension quand tu arrives et que tu dis moi je défends les cuisines africaines, c'est limite quoi en Afrique vous mangez quoi? T'es sûr hein? Vous mangez quelque chose? Donc déjà il y a ça. Ensuite il y a le fait que tout simplement moi je suis arrivée à la cuisine très tard, donc c'était dans le cadre d'une reconversion, donc il a fallu toujours que je me justifie de pourquoi je fais ça, de pourquoi ceci, de pourquoi cela. Et en fait, moi, je me rends compte, moi, dans mon cas, la cuisine est vraiment liée à mon histoire personnelle en tant que femme issue de la diaspora centrafricaine. Et en fait, pour information, moi, la cuisine, ça a toujours été le lien avec la Centrafrique. Moi, je connais la Centrafrique à travers la cuisine de ma mère. Et en fait, au jour d'aujourd'hui, ça va faire bientôt 9 ans que je me suis lancée dans cette aventure de démocratisation des cuisines africaines. Et en fait, ce que je me rends compte, c'est qu'on est dans un moment où... Alors, il y a un truc déjà, c'est que les gens pensent que les cuisines africaines, c'est tendance. Moi, ça m'énerve. C'est pas ces tendances, en fait. En fait, on arrive à un moment où on a une génération qui est née ici, qui a étudié, qui aspire aussi à retrouver des pratiques culinaires ou de se retrouver dans un restaurant où on va pouvoir leur servir, j'en sais rien, moi, qui s'appelle du tchéboudienne ou un joli bissap revisité. En fait, il y a une clientèle, déjà, qui est là. Il y a une génération qui est là, qui est multiculturelle et qui veut pouvoir se faire plaisir et se dire demain, je peux aller manger japonais ou demain, je peux aller manger camerounais, par exemple, déjà. Et ensuite, il y a un autre truc, c'est qu'on est quand même dans un pays qui a une forte identité culinaire, histoire culinaire, donc c'est compliqué. Et moi, au jour d'aujourd'hui, le constat que je peux faire et ça c'est vraiment mon cheminement en tant que chef, en tant que femme issue de la diaspora, pour moi le combat doit se faire sur le continent. Pour moi ici, je pense que bientôt je vais arriver à une espèce de fin de... Voilà, je pourrais rien faire. Je pourrais pas faire plus loin. Voilà, parce que pour que ces cuisines, à un moment donné, puissent... perdurer dans le temps et que ce ne soit pas juste un effet de tendance, c'est que déjà on puisse nous-mêmes développer des médias, avoir des médias qui vont relayer, qui vont parler de nos cuisines, qui vont parler des chefs, et ensuite pas être là toujours à se justifier. Et si je suis le cheminement de ce que disait Pierre ou ce que disait Kevin, si à un moment donné on veut vraiment impacter, je crois que le fight, c'est sur le continent, c'est pas ici en fait. Donc moi, c'est vraiment comme ça que je vois la chose. Je pense que l'autre étape, ça va être vraiment... C'est de repartir là-bas. Parce que c'est là-bas que sont les forces vives. C'est là-bas que l'éducation doit se faire. Et c'est là-bas qu'on pourra concrètement dire à un moment donné, oui, on a atteint cet objectif de soft power, de renaissance via les cultures culinaires, parce que moi, j'y crois fortement. Et pourquoi? Et après, je termine. Parce que moi, en étudiant les différentes cultures culinaires du continent, j'ai appris l'histoire du continent. J'ai appris que c'était de la géopolitique, que c'était de la politique et que c'était aussi des enjeux du Nord qui consomme et du Sud qui produit. Et voilà. Et, sauf qu'à un moment donné, on ne veut plus juste produire. On veut aussi vivre. On a une jeunesse qui aspire à vivre. Et je pense que la cuisine peut être je le dis souvent, je saoule Kevin souvent avec ça, mais la cuisine peut être un formidable outil d'éveil politique, culturel et économique. Donc voilà. Justement, peut-être, est-ce que le problème ne tient pas aussi dans le développement de l'Afrique,
qui n'a pas développé son agriculture. Enfin, je ne suis pas un expert, mais je pense qu'on a plutôt industrialisé que créer une économie de l'agriculture en Afrique. Et du coup aussi, en Afrique même, des choses se sont perdues, peut-être des savoir-faire, des produits, des traditions. Pierre Oui, alors ça aussi, comment dire, pour le chercheur ou la chercheuse, c'est toujours compliqué de parler des cuisines africaines parce que parler, par exemple, de la cuisine, refaire l'histoire de la cuisine française ou la géographie de la cuisine française, c'est très simple parce que la difficulté, c'est plutôt de savoir se repérer dans les sources, tellement il y en a. En Afrique, c'est beaucoup plus dur parce qu'en Afrique, ça demande vraiment de prendre sa casquette de géographe de terrain et d'aller faire des inventaires, en fait. C'est-à-dire de partir de chez soi, de partir même parfois de son confort, d'y aller et puis avec son stylo, son crayon, bon ça c'est à l'ancienne, mais on va dire avec sa caméra, son smartphone, son appareil photo, etc., d'y aller, de filmer, finalement, oui, de faire un inventaire des patrimoines culinaires africains. Donc ça, c'est la première chose. Par contre, dans ce que tu dis, il y a quelque chose qui est très intéressant, c'est-à-dire que oui, l'Afrique, la majorité des pays africains ne sont pas passés par l'étape agriculture intensive comme on l'a vu en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, en Europe, en Asie, etc. Mais est-ce que c'est un mal finalement? Peut-être que aujourd'hui c'est plutôt un bien. Ouais. Voilà, c'est-à-dire que là où l'Occident, allez, disons ça très rapidement, finalement se pose des questions sur la pérennité de son modèle agricole et donc alimentaire, finalement l'Afrique sur ce plan-là pourrait apprendre des erreurs des Occidentaux et se dire bon, ok. Il faut qu'on se développe, ça c'est un fait, mais on pourrait penser à un développement afro-africain, ne pas copier bêtement ce qui a été fait ailleurs, mais au contraire, mais alors là, c'est là où ça devient franchement très compliqué, c'est-à-dire créer notre propre modèle. Mais alors là, ça demande des moyens, et quand je dis des moyens, c'est des moyens bien entendu intellectuels, ça je suis sûr qu'il y en a, mais c'est aussi des moyens financiers. Et là, c'est, comment dire... Aujourd'hui, c'est plutôt la Chine qui est en train de cultiver des terres en Afrique, ou c'est un cliché Alors, la Chine, oui. Certains pays du Moyen-Orient aussi qui achètent des terres. Mais ce qu'on voit apparaître depuis une quinzaine d'années, c'est-à-dire c'est ce qu'on appelle l'accaparement des terres. Si je fais un horrible anglicisme, c'est le land grabbing. Mais là où on a traditionnellement tendance à penser que ce sont des États qui achètent du foncier dans d'autres États, enfin des États riches dans des États pauvres, très souvent, c'est-à-dire qu'on voit apparaître depuis une quinzaine d'années d'autres acteurs, ce sont des fonds d'investissement qui achètent du foncier. C'est-à-dire qu'en Afrique, par exemple, je crois que c'est au Ghana, on a un fonds d'investissement indien qui a acheté des milliers d'hectares de terres pour produire. Pourquoi ? Tout simplement pour assurer, et là on le voit avec le conflit russo-ukrainien, la question de l'approvisionnement et de l'accès à l'alimentation se pose. Alors, il s'est toujours posé, mais là on s'en rend compte. Mais finalement, pourquoi des fonds d'investissement de pays lointains investissent ? Simplement pour assurer la sécurité alimentaire des pays ou pour spéculer sur les matières premières. Tout dépend de... On voit que le problème est assez compliqué. Si on revient à ce soft power, souvent le soft power, ça passe par des figures, des ambassadeurs, des locomotives, on appelle ça comme on veut. Il y en a quelques-unes aujourd'hui en France, effectivement, ça bouge. Bon, on va évidemment parler de Maurice Sacco, qui est le plus en vue aujourd'hui. Est-ce qu'on manque de ces figures-là ? Est-ce que Maurice est un bon exemple de la direction dans laquelle on peut aller ? Qu'est-ce que... Kevin, comment tu vois cette émergence de quelques figures africaines qui puissent porter cette gastronomie ou ces gastronomies ? Est-ce qu'on en manque ? Oui, clairement. Effectivement, Maury est aujourd'hui devenu incontournable. On en est très content. Et à titre tout personnel, je trouve que c'est un excellent ambassadeur. Et je trouve que c'est un cas d'étude assez intéressant parce qu'en vérité, on va très souvent l'accaparer, dire ok, c'est un chef africain, machin. Maurice ne se définit pas spécifiquement comme étant un chef africain, ne définit pas sa cuisine comme étant exclusivement africaine. Lui, il a une cuisine qui est personnelle et qui est propre à sa propre histoire. Il dit une cuisine plurielle, il dit pas fusion, il dit fusion, il dit pluriel, France, Afrique, Japon. C'est ça, exactement. Et je trouve que c'est d'autant plus intéressant que tu rentres dans une forme de complexité où en fait, mais qui en fait est juste toute naturelle, de la même manière qu'on a tous des identités plurielles. Au final, il s'agit juste de restituer ce que tu es dans l'assiette et une partie de ce qu'il est, c'est l'Afrique. Et donc en fait, il le fait de manière totalement simple et totalement décomplexée. Après, la deuxième partie de la question qui est est-ce qu'on en manque ? Oui, moi je pense que clairement on en manque. Maintenant, la question c'est pourquoi est-ce qu'on en manque ? Et effectivement, je pense qu'il y a eu... parce qu'en fait, en vérité, dans les cuisines, même en France, à Paris, les communautés africaines de manière générale sont représentées.
La question, c'est en fait, si tu prends après un organigramme, c'est là où le bas blesse un petit peu plus, c'est que très souvent, il faut baisser les yeux. Tu vois, et c'est là où est le problème, parce qu'en vérité, on a toujours été présent dans cette industrie. On occupe le terrain. Maintenant, la question, c'est pourquoi est-ce que ça stagne au final? Pourquoi est-ce qu'on plafonne à un moment donné? Je pense qu'évidemment, il y a des choses, on ne va pas se cacher, hein, la gastronomie française en plus est très conservatrice. Je pense qu'il y a des choses qui sont de l'ordre même de la discrimination, tout simplement, tu vois. Et en vérité, il y a aussi le fait que, et ça je parle d'expérience pour avoir échangé avec beaucoup, il y a ce qu'on disait un peu en ouverture de la conférence, c'est que pour beaucoup, les cuisines d'Afrique ou des Caraïbes, pour élargir un petit peu, sont des cuisines familiales, donc ce sont des choses qui restent de l'ordre de l'intime, du privé, qu'on fait chez nous. Mais ce n'est pas forcément des choses que les gens projetaient dans une cuisine un peu grand public en se disant ok, en fait ça peut plaire à d'autres, ça peut être de vrais succès commerciaux, ça peut être de vrais succès d'estime, etc. Et je pense que tout ça est en train de changer d'un coup. Les gens comprennent qu'en fait aujourd'hui ce qu'on veut de manière générale, hors Afrique, etc., c'est juste savoir qui sont les gens. Donc au final c'est juste moi qui m'introduis au monde par le biais de la cuisine. Et effectivement, pour recentrer un peu sur la restauration, je pense que même en termes d'opportunités commerciales, les gens se rendent compte que ok, oui, pour pas fâcher Clarence, je ne veux pas parler de tendance, mais en tout cas, il y a une opportunité de marché parce qu'en fait, il y a un vide, tout simplement. Et en fait, il y a juste quelque chose qui n'a pas été coché, il y a une case qui n'a pas été cochée. En France, on est quand même assez riche en offres culinaires, et donc au final, on se rend compte que, ok, là, il manque quelque chose. Et donc, en fait, tout le monde va se saisir de cette chose-là, ce qui est relativement une bonne chose. On pourra explorer ça, mais... moi, je pense que ouais, c'est quelque chose qui va arriver. Ouais. C'est quelque chose qui va arriver. Est-ce que la solution, c'est pas la formation? Je sais que vous travaillez tous les trois sur ça. C'est un sujet important de former. C'est totalement. C'est même capital. C'est même capital dans le sens où et pour rejoindre ici, un petit peu Clarence. Et sur le continent. Voilà, justement, j'allais y venir parce que Clarence justement disait le combat se fait là-bas. Bah effectivement, il y a en fait, ça dépend après de quel combat on parle en vérité. Tu vois. Mais en tout cas. Ici ou là-bas, il y a cet enjeu de formation qui est clé. Pas pour les mêmes raisons, pas pour les mêmes... tu vois, ici en France, tu as de la chance, tu as des très bonnes écoles hôtelières, donc au final, la formation en elle-même n'est pas une problématique. Ce qui est maintenant, ce qu'il va falloir réfléchir, c'est si demain tu veux t'initier aux cuisines d'Afrique, comment est-ce que tu fais? Parce qu'en vérité, à part aller trouver une alternance dans des restos africains, mais qui ne sont pas forcément au standard des écoles hôtelières, donc tu vois, il y a quand même ce petit décalage-là qui existe encore aujourd'hui. Moi, je pense qu'une des solutions très concrètes et très applicables, hein, c'est que Clarence prenne ses couteaux, ses mallettes, que Ferrandi lui ouvre les portes et qu'en fait, on fasse, tu vois, des initiations à ce type de cuisine, comme c'est le cas d'ailleurs sur les cuisines d'Asie, d'Amérique latine, etc. Et je pense qu'effectivement, là-bas, il y a juste quelque chose et qui est, on en parle souvent, mais qui est pour moi totalement absurde, qui est qu'en fait tu étais à Dakar et en fait on t'apprend à faire une blanquette avec des produits que tu n'as pas chez toi, qui ne poussent pas chez toi et des épices qui viennent pas de chez toi. Et donc tu vois, c'est pour ça que je te disais le combat est un peu différent, mais dans tous les cas ça part d'une base qui est acquérir les gestes, acquérir la mentalité, les bonnes pratiques de la cuisine. Et puis ensuite je pense que c'est surtout comment est-ce que tu l'orientes, j'allais dire en termes d'ADN et d'identité, quoi. Ce soft power aussi passe, c'est plus anecdotique, mais moi, ça j'ai découvert, vous m'avez dit qu'il y a des influenceurs africains, c'est un monde que je ne connais pas, je ne vous le cache pas, des gens qui sont très suivis, ça peut aussi passer par là. Est-ce que c'est vraiment, je sais qu'il y a beaucoup de Nigérians, c'est ça, c'est plutôt le monde anglophone qui est très actif sur les réseaux pour parler de cuisine, ça existe ça, et ça pourrait être aussi un levier? Totalement, je pense que... Bon, sans faire le jugement de valeur sur les influenceurs, chacun pense ce qu'il pense d'eux, mais en tout cas, je pense que aujourd'hui, c'est un média comme un autre. Et je pense qu'il faut aussi, oui, se saisir de cet espace-là, des réseaux de manière générale, et être capable de véhiculer le même sentiment qu'on a quand en fait, on regarde un influenceur qui parle de cuisine asiatique, etc. C'est un travail, je pense que, effectivement, les communautés anglo-saxonnes de manière générale, mais je pense que c'est aussi, même dans la mentalité où c'est différent, elles sont beaucoup plus... axé, on va dire, business, beaucoup plus conquérante dans la manière de faire les choses. Je trouve personnellement beaucoup plus ambitieuse aussi. Mais ça passe par là. Ça passe par là simplement parce qu'en fait, les influenceurs ou les réseaux de manière générale, c'est aussi juste la vitrine de choses qui se font et c'est un peu le pouls au final d'une société en temps réel, qu'on le veuille ou non. Après, il y a différentes manières de faire de l'influence, mais dans tous les cas, ça témoigne d'une époque et d'un dynamisme. Mais aujourd'hui, il y en a. Il y en a de plus en plus, même en France, il y en a. Je pense qu'on y viendra certainement, mais il y a aussi la question de comment est-ce que... dans quelle mesure on leur donne une tribune en fait, à ces gens-là pour qu'ils s'expriment, parce qu'effectivement, tu peux prendre possession des réseaux, etc. Il y a aussi une réalité qui est que, et on revient à la question que tu posais un peu avant, de quelles difficultés vous avez rencontrées.
Personnellement, j'ai le sentiment qu'en fait, pour parler très franchement, tu vas faire beaucoup de choses, tu vas t'agiter un peu dans tous les sens, monter beaucoup de projets autour des cuisines d'Afrique. Tu n'auras pas le même regard et tu n'auras pas le même intérêt de la part de différentes institutions, de médias, etc., que si en fait tu le faisais sur un thème un peu, je sais pas, street food, Nouvelle-Orléans, un truc un peu cool, tu vois. Donc je pense qu'il y a ce challenge pour les influenceurs de rendre le truc aussi cool. Et donc même si nous on sait que c'est pas une tendance et qu'en vérité c'est juste au final une situation qui se rééquilibre un petit peu, je pense qu'il faut arriver justement aussi à rentrer dans ce jeu de créer du cool, créer un sentiment qui est cool, parce que c'est peut-être bête, mais ça passe aussi par là en fait, pour vulgariser. Sur cette influence-là, ça dépasse les frontières. Pour un géographe, c'est intéressant d'avoir des outils qui s'affranchissent complètement de. Moi, surtout, Stéphane, c'est à toi que je vais parler parce que toi, tu es le représentant finalement de la gastronomie. C'est-à-dire que moi, je pense qu'il y a aussi, tu parlais des influenceurs, je pense que ces influenceurs, c'est des influenceurs culinaires. Et là, c'est peut-être là aussi où il y a un gros travail à faire, c'est qu'on a des cuisines africaines, mais à mon sens, on n'a aucune gastronomie africaine. Je m'explique, c'est-à-dire que... Alors, je sais que l'IGP existe, mais justement, ça va être l'occasion. C'est-à-dire que... C'est quoi l'IGP ? Ils en parleront mieux que moi. Mais comment dire c'est-à-dire que ce que je peux voir, peut-être que j'ai tort et comment dire, mes camarades vont peut-être pousser des cris d'orfraie et peut-être que le public aussi. C'est-à-dire que j'ai l'impression que tout ce qui est influenceur sur les réseaux sociaux, etc., ils font de la cuisine, mais ils ne parlent pas de cuisine. C'est-à-dire qu'on peut très bien... La gastronomie, c'est le discours autour de ce qu'on mange. Toi, Stéphane, quand tu écris tes livres, tu n'as pas besoin de mettre des recettes dans tes bouquins. Tu parles de ton sentiment, tu parles de ta manière de voir tel restaurant, de voir tel plat, de voir tel produit, etc. Et finalement, quand je te lis, je m'en fous complètement à la fin d'avoir la recette de tel ou tel plat. Ce qui m'intéresse, c'est le discours que tu véhicules autour, enfin, un discours émotionnel autour d'un élément. Et quand on regarde les réseaux sociaux, quand on regarde les influenceurs, mais qui ont des centaines de milliers, voire des millions de followers, donc c'est pas quelque chose de croupion, pas du tout. Mais en fait, moi, ce que je vois, c'est que l'écrasante majorité, ce sont des hommes ou des femmes qui font à bouffer chez eux. Alors, ça peut être très intéressant. Moi aussi, j'essaye chez moi. Bon, c'est très souvent une catastrophe mes tentatives culinaires, mais ça reste au stade du culinaire. Ça va pas plus loin. Ouais. Mais c'est-à-dire que, à ma connaissance, il n'y a pas d'ouvrage, d'article qui, justement, développe un discours gastronomique autour des cuisines africaines. Et ça aussi, je pense que c'est un terrain à conquérir, en fait. Et je vois Clarence, copine du chef, donc je pense que... Je voudrais quand même juste un mot sur... son nom m'échappe. Cette cuisinière du Bénin là, qui a sorti un livre, Georgiana View, je la connais par cœur en plus. Elle a écrit un livre sur le Bénin, vraiment authentique, je pense. Enfin, je ne connais pas le Bénin, mais elle n'a pas... J'ai vu qu'il y avait un stand qui s'appelait Afropéen, ce qui est intéressant. C'est la question aussi, est-ce qu'il faut aller vers l'autre en gauchisant un peu sa cuisine, en la modifiant pour qu'elle soit acceptable, ou est-ce qu'il faut rester sur sa cuisine, ses racines authentiques voilà. C'était une aparté, mais si tu veux répondre à Pierre. Pour rebondir sur ce que disait Pierre et le livre de Georgiana, le livre de Georgiana est magnifique et effectivement, elle a réussi à justement avoir un discours sur les plats en fait de son enfance qui ont bercé son enfance au Bénin et qu'elle est partie auprès de sa mère et de sa grand-mère chercher les recettes. Et justement, là, on est vraiment dans ce qu'on peut dire dans une espèce de photographie des cuisines du Bénin actuellement. Et je suis assez d'accord, effectivement, il y a une problématique autour de l'écriture et autour du fait qu'on puisse, alors je ne sais pas, nous les Africains, parler de nos sentiments, de ce qu'on est, de notre histoire. Et je pense que c'est vraiment en lien avec le fait que, est-ce que peut-être parce qu'on est une société de l'oralité c'est très bien, mais à un moment donné, il faut qu'on passe ce cap de se dire on peut retranscrire les choses. Fixer les choses. Fixer les choses, c'est fixer les choses pour que demain, les générations suivantes s'approprient ces histoires et s'en saisissent pour pouvoir continuer. Voilà, il me semble qu'on trouve que s'appelle des livres que s'appelle Apicius.
Voilà, on trouve des... La gastronomie française, voilà, elle s'appelle gastronomie parce qu'elle a été codifiée, exactement. répertoriée, Donc inventoriée. nous, maintenant, il faut qu'on arrive aussi à se dire, ben voilà, il faut que derrière, on puisse avoir des imprimeries, des personnes qui puissent imprimer des livres, qui s'appellent toutes thématiques confondues, mais aussi des livres de cuisine. Et que, j'en sais rien, moi là je pense à Tegia Boni, qui est l'une des rares personnes sur le continent qui étudie un peu ses cuisines et qui a un peu ce côté très critique, qui est un peu critique culinaire. Et à chaque fois que je l'entends parler de certains plats, et il a vraiment ce truc de parler, et en fait il parle de l'émotion que lui provoque tel mets, tel plat. Et je pense que c'est ça qu'on a vraiment du mal à extérioriser. Je pense qu'on va y arriver petit à petit. C'est un des projets de l'IPG. C'est quoi l'IPG alors? L'IGP. L'IGP, pardon. L'IGP, l'Institut... C'est pas indication géographique protégée. Non. Ça pourrait l'être, hein, ça fait partie des enjeux. Hein. Non, l'Institut gastronomique panafricain, on l'a conçu, on l'a développé avec Kevin, avec pour objectif justement de mettre en place des formations sur le continent. Alors, c'est pas juste former des jeunes qui puissent être employables à souhait, non, c'est juste on va former des gens pour qu'ils prennent conscience qu'ils peuvent être acteurs de leur société. C'est-à-dire, OK, qu'est-ce que c'est être cuisinier aujourd'hui? C'est tu vas cuisiner des produits locaux, tu vas, au lieu d'aller acheter du poulet importé, tu vas prendre le poulet du tonton derrière. Voilà, tu vas mélanger des techniques traditionnelles de ta grand-mère, mais aussi des techniques qui s'appellent, j'en sais rien moi, japonaises, françaises. Mais se dire que tu peux, à travers tes propres ressources, être un acteur de ta société et te servir de la cuisine comme un outil de soft power et économique, en fait. Voilà. Alors, est-ce qu'on est optimiste là, à la fin de cette conversation? Est-ce que le mouvement est bien enclenché? Est-ce qu'il y a encore... C'est pas gagné? Est-ce que c'est ici? Est-ce que c'est là-bas? Clarence a un peu répondu. Kevin, toi, tu penses que le combat est aussi ici? Moi, je pense que c'est partout. Je pense que le combat est partout. Ce qui est bien, c'est qu'on parle d'Afrique au sens très large. Donc, en fait, on est beaucoup. Et moi, je pense que le combat se fait partout. Le combat se fait aussi à tous les niveaux. Dans le sens où, tu vois, je demandais est-ce qu'il faut adapter l'offre ou est-ce qu'il faut... Moi, je pense que c'est... On parlait de Maury tout à l'heure, je pense que c'est juste arrivé en fait avec sa personnalité, avec ce qu'on a raconté. Tant qu'en fait on le fait bien, et ça, c'est peut-être un peu cliché, mais tant qu'on le fait avec le cœur et au-delà du cœur, tant qu'on le fait aussi avec l'esprit, donc dans quelque chose de très rationnel et qui est basé sur des réalités concrètes, des traditions, etc. Moi, je pense qu'en fait, on est dans la bonne direction. Si tu me demandes, ça va pas assez vite, mais clairement, on est de plus en plus. On est de plus en plus. Faire un petit peu de provocation, est-ce qu'il n'y a pas un risque de dilution, effectivement, de perdre cette âme africaine par le métissage, qui est une chose merveilleuse, mais la question aussi, c'est de faire reconnaître les cuisines africaines pour ce qu'elles sont. Pour moi, pas vraiment, parce que les cultures, c'est quelque chose de vivant. Donc forcément, c'est quelque chose qui évolue. Donc au final, je pense que c'est simplement identifier en fait et arriver à raconter. Donc on revient un peu, on boucle un peu la boucle, mais c'est arriver en fait à raconter ces histoires de manière tout cohérente. Et en fait, juste avec tous ces ajouts qui vont s'ajouter, parce qu'en fait, moi, je suis né ici, donc forcément, j'ai l'histoire différente de ma mère qui est dans le public, qui est née au Cameroun. Et donc, forcément, c'est juste arriver à chaque fois à tirer le fil. Et moi, je pense que ce qui est très important, c'est en fait, justement, je parle de fil, c'est de jamais rompre le fil. En fait, c'est de ne pas perdre justement cette connexion qu'on peut avoir, que ce soit par le biais de la cuisine, que ce soit de manière, par le biais de tes parents, que ce soit de manière physique. Mais en fait, c'est de ne jamais rompre totalement ce fil, de toujours garder une connexion au réel, aux traditions, pour toujours conserver l'authenticité. Et comme je dis, c'est quelque chose de vivant, donc forcément, ça va évoluer. Donc le métissage fait partie de cette tendance, c'est quelque chose qui est naturel. Moi, je pense que là où ça casse, et en tout cas là où pour moi, tu vois, on n'est plus dedans, c'est quand justement, c'est plus lisible en fait. Cuisine afro-péenne, c'est son histoire, donc en fait, il la raconte comme il a envie de la raconter. S'il a envie de définir sa cuisine comme étant une cuisine afro-péenne, tant qu'on reconnaît les deux marqueurs qui sont l'Afrique et l'Europe, pour moi, il n'y a pas de, tu vois, il y a pas de combat. Ouais, tout va bien, on est libre. Ouais.
Clarence, tu voulais ajouter quelque chose? Non, je suis assez d'accord avec ce que disait Kevin. Il faut aussi qu'on arrive en tant que créatif à s'affranchir un peu de ces trucs de oui, on doit absolument faire de la cuisine africaine pure et dure. Non, c'est pas vrai, parce que moi je suis aussi traversée par d'autres cultures, donc la culture française. Moi j'adore la cuisine japonaise, j'adore la cuisine italienne aussi, et elle m'inspire aussi. Donc voilà, elle m'inspire. Après, chacun son cheminement. Et je pense que c'est important que chacun raconte son parcours. Et on en a besoin, en fait. Parce que finalement, il faut qu'on puisse aussi inspirer d'autres personnes, d'autres jeunes qui se disent « Ah ben tiens, lui ou elle a fait comme ça. » Et puis il raconte. En fait, faut se dire je suis là, j'apporte quelque chose en fait. Et je pense que c'est ça qu'il faut qu'on arrive aussi, que les jeunes générations puissent comprendre que chacun a son histoire, chacun a son parcours et chaque histoire compte en fait. Donc voilà. Donc racontez vos histoires, ouais. Pierre, tu voulais une petite conclusion? Pour qu'on prenne quelques questions s'il y en a. Ouais, pour conclure, moi je pense que je suis très mauvais pour faire des prévisions, mais de toute façon la cuisine africaine ne peut pas ne pas se diffuser, puisque c'est la seule région de la planète, même le seul continent de la planète, qui n'a pas encore été entre guillemets découvert par les foodies du monde entier. Donc de toute façon, ça va être découvert. Par contre, pour conclure, je vais revenir en fait à la définition que tu donnais au départ du soft power, c'est-à-dire que le soft power, c'est bien sûr des stratégies de rayonnement développées par un pays, mais c'est pas uniquement une stratégie d'influence. Je m'explique, c'est aussi la volonté de faire adopter ces valeurs culturelles, sociales par les autres. Quand les Américains utilisent Hollywood, c'est aussi ou Netflix maintenant, c'est aussi les valeurs américaines qui sont véhiculées par les séries, par les films, etc. Quand le Japon rencontre un succès avec sa cuisine. Certes, il y a des produits, des techniques, des saveurs qui sont différentes, mais c'est aussi une vision du monde qui est valorisée. Alors certes, parfois tout à fait folklorisée, on est d'accord, mais il y a cette idée de raffinement, cette idée d'osmose avec la nature, des choses comme ça. Même chose avec la cuisine italienne, il y a aussi un discours qui est véhiculé. Et je pense que si les cuisines africaines veulent vraiment s'implanter de manière pérenne hors du continent, il va falloir aussi qu'elles véhiculent des valeurs. Et pas simplement... entre guillemets, mangez-nous parce que vous en avez jamais mangé, ou même mangez-nous parce que c'est bon pour la santé. Cette question santé, elle est centrale, mais il va falloir la mettre en musique avec d'autres choses pour vraiment toucher les consommateurs qui les connaissent pas. Il va falloir, alors si j'étais Kevin, je dirais il va falloir leur raconter un storytelling, mais moi j'aurais plutôt tendance à dire il va falloir valoriser une vision du monde africaine. Mais ou des visions du monde africaines. Oui, est-ce que ça existe, j'allais dire? Est-ce qu'il y a une vision du monde africaine C'est pour ça que je me suis rattrapé en utilisant le pluriel. C'est ça qui est difficile. Moi, juste à titre personnel, je dirais que peut-être, quitte à me tirer une balle dans le pied, ça changera aussi le jour où à ma place, il y aura un journaliste, un auteur d'origine africaine qui présentera ce débat plutôt qu'un vieux mâle blanc comme moi. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Ou pas? On a été si bon. On a tout dit. Alors, vous pouvez approcher et parler un peu fort parce qu'on n'a pas de micro pour venir jusqu'à vous. Non, on ne va pas y arriver. Il y a un fil malheureusement. Sinon, vous pouvez venir. Hein. On peut monter sur scène. Et puis, La scène est à vous. Hein. Wow. Applaudissements. J'ai l'impression que ça me dit quelque chose. C'est un air de famille, c'est ça? Bonjour à tous. Du coup, je ne vais pas le cacher, je suis le frère de Kevin. Montez le micro. Ok. Alors ma question, c'est justement, tout à l'heure, Pierre, vous disiez qu'il n'y avait pas justement des personnes qui racontaient l'histoire de la cuisine, qu'il y avait des gens qui cuisinaient, mais pas qui racontaient cette histoire. Est-ce que Kevin et Clarence, vous qui êtes plus acteurs aujourd'hui de ce mouvement de faire valoriser les cuisines africaines, est-ce que par exemple vous travaillez avec un écosystème, donc des personnes d'autres professions, par exemple des éditorialistes, des graphistes, en fait des personnes d'autres secteurs, afin de justement vous donner cette force-là, en fait, et ces manquements-là, peut-être que certainement vous avez, parce que je pense que vous ne pouvez pas être bon dans tout. Voilà. Donc, donc, du coup, comment ça se passe à ce niveau-là? Merci. Pour dire vrai, moi, je croule sous le boulot. J'ai pas le temps, en fait. C'est qu'à un moment donné, il faut faire des choix. Et à un moment donné, moi, j'ai fait le choix de... Voilà, je suis en cuisine. Donc déjà, ça me demande pas mal de temps.
j'ai besoin de créer, j'ai besoin de manger aussi. Et puis, je suis aussi sur des projets, notamment l'IGP. Donc, je peux pas être de tous les combats, en fait. Donc, tu sais que tu peux compter sur moi si tu as besoin d'écrire. C'est gentil, Stéphane. C'est très gentil. C'est très gentil. Tu trouves des mots pour raconter. C'est gentil. Mais du coup, en vérité, oui, quand même, parce qu'on travaille ensemble. Et de base, on n'est pas. On vient sensiblement du même monde. On travaille aussi avec Pierre, qui pour le coup est d'un monde différent de extérieur à la gastronomie en tant que telle. Et donc là, tu as déjà un écosystème là, en fait. Mais c'est vrai que la question fait sens, parce que c'est vrai qu'on ne l'a pas forcément abordé là, mais je pense qu'il y a aussi. Il y a aussi une notion qui est importante, c'est celle de faire bloc, en fait, tout simplement. On en a peu parlé, mais si tu prends encore une fois la cuisine française, il y a le club des chefs, il y a les meilleurs ouvriers de France, donc il y a plein de petits groupes comme ça qui sont sociaux, mais qui sont aussi très stratégiques et qui poussent en fait pour les intérêts de la France ou de ces personnes en l'occurrence. Et c'est vrai que nous, en tout cas à l'échelle ici française, limite parisienne, on est encore en train de construire ça. Clarence et moi, on s'est rencontrés par hasard il y a 5-6 ans, je crois. Et au final, ça aboutit sur maintenant, j'allais dire une, mais même plusieurs collaborations. Donc en fait, on est en train de le construire. Mais effectivement, je pense que c'est aussi un des éléments qui va être central pour un soft power gastronomique africain. C'était ça le thème. Mais je crois que sur le continent, il y a de plus en plus de personnes qui se fédèrent. Au Cameroun, il y a une association de toqués, de chefs qui s'appelle les toques camerounaises. Il me semble que, au Congo aussi. Donc, ça bouge. Ça bouge tout doucement, mais ça bouge. Mais on revient aussi à ce truc de... je pense que toutes ces initiatives-là, ce qui manque, c'est de l'argent. Et ce qui manque, c'est le soutien des institutions. Voilà. Ça. Et parce qu'au bout d'un moment, comme disait Clarence, il y a une réalité qui est celle qu'on est tous entrepreneurs, on a tous des activités à côté, il faut qu'on mange. Et donc en fait, on prend monsieur Guillaume Gomez, ex-chef de l'Élysée, aujourd'hui son job, c'est d'être l'ambassadeur du rayonnement de la cuisine française dans le monde. C'est son seul travail. Payé, hein. Il est payé pour ça. Si demain Clarence, la Centrafrique l'appelle, bonjour Clarence, est-ce que vous voulez être représentant Voilà. Mais le problème, c'est qu'en fait ça, on l'a pas. Et tant qu'on n'arrive pas, en tout cas, moi je pense que ça viendra de nous. Je pense que ça viendra de nous et de notre capacité à faire comprendre aux institutions et au grand public l'importance en fait de faire cette action-là. Je pense que quand on arrivera à créer ça, peut-être que les institutions viendront. Personnellement, je suis assez peu optimiste sur leur capacité aujourd'hui à venir nous chercher pour faire des choses avec eux. Je pense que ça va être l'inverse, on va aller les chercher nous. Et c'est ce qu'on fait là. En fait. Ouais, et je pense que en fait, nos institutions qui sont dirigées par des personnes... je pense qu'à un moment donné, il va falloir qu'elles laissent la place à la nouvelle génération, parce qu'ils ont... c'est bon, à un moment donné, si on veut que nos sociétés évoluent, il va falloir aussi qu'ils aillent aussi chercher des idées, s'inspirer, et puis prendre du sang neuf pour construire les sociétés nouvelles africaines de demain. Moi, des fois, je me dis, est-ce qu'elles ont même la conscience, est-ce qu'ils ont conscience que la gastronomie fait partie de la culture ? Vous voyez ce que je veux dire ? On parlait tout à l'heure de l'importance de vendre son histoire. On parlait des Américains, Hollywood, Netflix. Nous aussi, on a ça, mais est-ce qu'on l'a saisi ? Est-ce qu'on a saisi qu'effectivement, il faudrait valoriser autant la musique, le cinéma, la cuisine comme étant quelque chose qu'on peut vendre, comme étant quelque chose à travers laquelle on peut parler de nos histoires, de nos histoires, de nos parcours, voilà. Et je pense qu'on n'a pas encore saisi ça. En tout cas, les institutions culturelles en Afrique n'ont pas encore saisi ça, que c'est un moyen, que justement la culture avec un grand C, que c'est un outil de soft power en fait. C'est une belle conclusion, je pense. Ah, il reste une question, je vous en prie. Approchez-vous. Bonjour, bonsoir. J'ai l'impression d'avoir affaire à l'équipe des Avengers. Mais simplement, je me présente rapidement. Je m'appelle Olivier Lorac-Mbilia. Je suis le fondateur d'une plateforme qui s'appelle Africa by Art. Et l'objectif, c'est justement de valoriser toutes les formes d'art, y compris les arts culinaires. Et c'est vraiment un délice de vous écouter. D'écouter votre implication, votre volonté de changer les choses et de mettre la gastronomie africaine en haut de l'affiche. Je rappelle simplement que les industries culturelles et créatives, l'Afrique est à nouveau la dernière roue du carrosse, puisque c'est à peine 50 milliards d'euros tous les ans, de dollars plutôt, d'après le dernier rapport EY, alors que pour ce qui est de l'Asie,
c'est plutôt 850 milliards de dollars par an. Donc ça laisse imaginer à la fois le potentiel, bien sûr, économique, mais surtout social, parce que c'est grâce à la formation que nous donnerons un espace à la jeunesse pour finalement se professionnaliser et valoriser toutes les traditions, y compris culinaires. Et notre écosystème, on l'a réalisé en fait en prenant en compte tous ces constats que vous faites. C'est à la fois proposer une galerie d'art, une place de marché, où on met en avant notamment la littérature. Et en ce moment, on propose un ouvrage de Nathalie Brigongoum, qui est une grande blogueuse, qui intervient dimanche. Elle intervient parce qu'on l'a invitée à faire un atelier, justement, voilà. Nathalie. On a un média pour informer, sensibiliser, conscientiser. Et enfin, on a une agence qui accompagne les artistes, les professionnels des industries culturelles et créatives et les entreprises, où du coup, on crée des collaborations dans la mesure du possible. Et donc, ma question, c'est comment vous voyez le développement de ce type de plateforme et d'écosystème finalement qui vous permettrait, et qui vous permet déjà aujourd'hui, puisque nous existons, de rayonner partout dans le monde, et surtout sur le continent africain, parce que je crois que c'est un vrai sujet. En tout cas, une équipe qui se forme en direct, peut-être. Juste que je comprenne bien la question, comment on voit le développement, c'est-à-dire comment nous on se positionnerait dans ce type de... Moi je pense qu'on revient à la question de mon ami grand frère. Enfin, on revient à cette histoire d'écosystème en fait. C'est que pour nous, honnêtement, aujourd'hui, enfin, tous les soutiens sont bons. Tous les soutiens sont bons. Effectivement, ce qui est intéressant, je pense, avec les industries culturelles créatives, c'est qu'on s'inscrit dans quelque chose qui est peut-être plus lisible pour les gens. Et de facto, on rentre dans le domaine de l'art et donc des arts culinaires. Et donc là, en fait, même en termes de lisibilité, c'est peut-être plus clair. Et donc ça permet peut-être d'attirer l'attention de personnes qui ne prêteraient pas forcément à la cuisine ou qui ont un aspect très fonctionnel, je dirais, de la gastronomie, c'est-à-dire je viens, je mange. Et donc on revient à ce que disait Pierre avec le fait que tu viens pas juste pour manger. Et je pense qu'effectivement, arriver à travailler, et c'est ce qu'on essaye notamment de faire ici, je fais un peu de promo aussi, mais c'est justement d'arriver à chaque fois à croiser un petit peu tout ça en fait. C'est de se dire que, ok, ici on est dans un lieu culturel, donc on parle de culture, la gastronomie est au centre de ce festival Grand Africa, et en fait, à chaque moment, elle va être présente. Elle va être présente aux côtés d'expositions photos, elle va être présente aux côtés de prestations scéniques, et en fait, l'idée c'est de se dire qu'à chaque fois il y aura de la gastronomie, à chaque fois il y aura de la cuisine. Ce ne sera pas forcément juste un stand dans un coin où tu viens juste manger un petit bout, mais on va la mettre au cœur et on va raconter l'histoire. Donc en fait, pour répondre simplement à la question, moi je pense que oui, il faut qu'on arrive de plus en plus à travailler avec d'autres industries. Et je pense que les industries culturelles créatives arriver à s'inscrire dans cette je sais pas si c'est une mouvance, mais en tout cas dans ce cadre-là, dans ce contexte-là, ça peut être très intéressant parce que ça permet de donner un cadre peut-être plus lisible au grand public qui, malgré tout, a aujourd'hui une vision très... restrictive, merci, de la cuisine. Oui, il n'y a que les Français qui pensent que c'est un art, la cuisine, c'est ça. Alors que ça en est un. Merci, monsieur. Je pense que vous avez des choses effectivement à vous dire et à partager. Est-ce qu'il y a d'autres questions, madame? Désolé, on est obligé de vous faire déplacer. Merci beaucoup. En fait, j'ai juste une question, peut-être que je n'ai pas très bien compris, Clarence, quand vous expliquiez, sur l'idée d'adapter notre cuisine. C'est-à-dire que la question de la rapporter ou l'adapter au public qu'on a. Je ne sais pas, parce que quand il demandait est-ce qu'il faut tenir compte de l'environnement dans lequel on est, dans lequel on évolue, et vous expliquez par exemple que vous êtes traversé par plusieurs autres cultures. Et moi, je me demande si on a déjà un peu de mal à avoir une vraie visibilité avec notre culture, enfin notre cuisine telle qu'on la connaît ou telle qu'on l'a connue. Je me demande, est-ce que ça ne limite pas davantage, d'en plus, l'influencer? C'est-à-dire que Kevin prenait l'exemple de Maurice Sacco. Ok, c'est clair, c'est net que sa cuisine, elle est mixte. Enfin, elle est mixte, on entend ce que je veux dire. Mais je trouve qu'aujourd'hui, il y a pas mal de restaurants dans lesquels ça se défend comme cuisine africaine, mais quand on y va ou quand on emmène des gens juste de façon anecdotique, on a du mal. C'est-à-dire que ce que nous, on a connu, ce que j'ai connu de ma mère comme un poulet DG au Cameroun, aujourd'hui, j'arrive dans un restaurant, on me met des bananes plantains d'un côté, on me met du poulet d'un côté. Peut-être c'est une question de déco, d'esthétique, mais à entendre tout à l'heure, je me demandais, est-ce que ça ne complexifie pas davantage? Surtout qu'à aller dans un restaurant asiatique,
Je pense qu'ils sont traversés par d'autres cultures, mais je n'ai pas le sentiment que ça influence. Et du coup, je me dis, est-ce que c'est une idée de vraiment appeler le plus grand nombre? Est-ce que c'est parce que si on fait exactement comme on a connu, on n'a pas vraiment de visibilité? Je ne sais pas en tant que chef comment vous vous positionnez par rapport à ça. Je comprends tout à fait votre question. Et pour vous dire vrai, moi, je fais vraiment une cuisine instinctive. D'accord? Alors, il faut savoir que moi, je n'ai pas grandi sur le continent. Je fais déjà une cuisine qui est liée à une mémoire. Voilà. Et comme ce que je disais aussi, moi, pendant très longtemps, à part la cuisine de ma mère, je ne connaissais pas les autres cultures culinaires du continent. Donc, je fais au quotidien un vrai travail de recherche qui est important pour moi pour comprendre, en fait. Pour comprendre les produits, pour essayer de lier les histoires, pour essayer de comprendre les enjeux, les problématiques. Et en fait, déjà, ça m'a permis de comprendre que déjà, quand on parle de... C'est Alexandre Balaola qui, il y a quelque temps, parlait d'une cuisine panafricaine. Et je lis un article, il parle de ça, je me dis, waouh, c'est magnifique. Et en parallèle, en fait, je commençais déjà à étudier les différentes cultures culinaires du continent. Et j'ai mieux compris pourquoi Alexandre parlait de cuisine panafricaine. Parce qu'on a des plats, qu'on soit au centre ou à l'ouest, on a des plats ou des produits qui nous fédèrent, en fait. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai mieux compris la notion de cuisine panafricaine. Et de se dire que grâce à la cuisine, on peut... nous, en tant qu'Africains sur le continent, se réunir et puis se dire, tiens, et si je prenais une maman, une tantine de la Côte d'Ivoire qui va aller apprendre aux tantines au fin fond de Douala à apprendre à faire la tiéké. Pourquoi? Parce qu'on a en commun la connaissance et la pratique du manioc. On utilise le manioc partout en Afrique. Les feuilles de manioc, par exemple, le gombo, la graine de courge, l'huile de palme. On a plein de produits comme ça qui nous fédèrent. Donc moi, je sais pertinemment que ma cuisine, elle est particulière. Et en plus, elle évolue. Elle évolue parce que, selon mon humeur, parce que je vais découvrir un nouveau produit que je vais avoir envie de tester. Et c'est vraiment une cuisine hybride. Et je l'assume. D'accord? Je ne me revendique pas comme étant que ma cuisine, elle soit purement africaine. Non, ce n'est pas vrai. D'accord? Ensuite, moi, je fais ce travail-là de repartir aux sources parce que j'en ai besoin, parce que ça me permet de comprendre, en fait. Ça me permet de comprendre l'état des lieux de nos cuisines. Ça me permet de prendre une photo à un moment donné, de comprendre pourquoi à tel moment le poulet DG, il est né. Pourquoi, quand ma copine qui retourne dans son quartier au Cameroun, à Dedo, et qu'elle mange du coquille, et qu'elle me dit « Ah non, j'ai pas aimé, c'est pas le coquille que je mangeais quand j'étais enfant. » Pourquoi, effectivement, j'en sais rien. Pourquoi aujourd'hui, pourquoi aujourd'hui, la tiéké, ce sont les Chinois qui se sont appropriés la tiéké. Donc, moi, c'est un travail que je fais, que je pense qui est nécessaire, et dont j'ai besoin pour me construire. Parce qu'encore une fois, c'est grâce aux cuisines, c'est en faisant ces recherches-là que je suis retournée à l'Afrique, que je comprends mieux l'Afrique et que j'assume mon africanité, en fait. Voilà, moi, et après, je suis tout à fait d'accord avec vous. Le fait de transformer ou de fusionner, ça dépend qui on a en face, ça peut brouiller les pistes. Je suis tout à fait d'accord avec vous et je comprends. Voilà. Et souvent, je me dis, si j'avais grandi sur le continent, est-ce que je ferais la cuisine que je fais aujourd'hui? Je pense pas. Donc voilà. Mais en tout cas, je m'interroge constamment et j'essaye. Je garde ce fil conducteur-là, c'est important, je pense. Voilà. Kevin, tu voulais ajouter quelque chose? Ouais, très rapidement. Je pense que c'est aussi bêtement une question de promesse, en fait.
Ça dépend en fait, là on parle d'un resto très simple, ça dépend en fait ce que je vais te promettre en fait. Si moi, quand tu passes le pas de ma porte, ma promesse c'est cuisine africaine traditionnelle, il faut que tu retrouves le goût du pays, le goût de ton enfance. Si ma cuisine c'est cuisine d'auteur, cuisine instinctive, là en gros je fais ce que je veux. Je pense que ça dépend aussi beaucoup de la promesse, et là en fait où ça pêche très souvent, c'est qu'on a des promesses qui sont pas au niveau en fait de ce qu'on exécute vraiment. On a beaucoup de restos qui se disent gastronomiques parce qu'en fait ils se disent que bêtement je peux monter un peu le prix du billet, je vais me faire de l'argent, les gens vont venir et ils vont venir bien habillés. C'est pas le sujet en fait. La gastronomie c'est des codes et on en a un petit peu parlé là. Et en fait je pense que c'est surtout ne pas se tromper sur au final la manière dont tu nommes et dont tu qualifies ce que tu fais. On revient aussi à cette histoire de cette notion de raconter l'histoire. Et moi je pense qu'en fait c'est juste que tu achètes l'histoire, si elle est bien racontée, tu achètes l'histoire que je te raconte. Et si je te dis que je fais de la tradition, effectivement, on doit retrouver. Si je te dis que je fais une cuisine d'auteur, tu vois, tu me laisses faire mon truc, quoi. J'ai juste une petite réflexion personnelle. Peut-être qu'il faut en passer par là, par une espèce d'hybridation pour commencer. On l'a vu, hein, en France, on a eu des pizzerias qui sont arrivées. Il y avait de la pizza, des scampi fritti et puis une pasta. Les restaurants japonais, c'était sushi, maki et brochette. Et aujourd'hui, on arrive à Paris, notamment, à avoir des restaurants japonais plus authentiques, avec d'autres, bien mille autres choses que les sushis et les makis et les yakitori. Les restaurants italiens, même chose. Il y a pléthore de restaurants italiens où certains ne mangent plus de pizza parce que c'est pas forcément, c'est pas que ça la gastronomie italienne. Donc peut-être qu'il y a cette phase pour la cuisine africaine ou les cuisines africaines d'espèce de cheval de Troie, d'arriver en s'adaptant effectivement peut-être à son public, au public européen, au public français, pour ensuite que la génération, votre génération et la génération qui vous succédera trouve son émancipation et revienne à ces racines-là et fasse une cuisine africaine peut-être plus authentique qui plaira parce qu'il y aura eu déjà une imprégnation chez les mangeurs. Enfin voilà, c'est une petite réflexion personnelle. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? C'est bon, on doit couper. Merci. Merci à vous d'avoir été là. Merci pour vos questions. Merci tous les trois. Merci. C'était un plaisir. Merci. Et puis voilà, passez le week-end ici. Il y a à manger, à boire, à écouter, à danser. Enfin, il y a mille choses. Merci à tous. Bonne fin de journée et bon week-end.